On a parlé de la planète, maintenant on va parler de l'humanité avec un jeu qui étonnamment s'appelle Humankind, avec Emilien Goris qui est senior designer sur ce jeu. Humankind c'est intéressant parce qu'il y a eu 2 Humankind qui sont sortis la même année. Il y a eu le jeu fait par nos camarades d'Amplitude et il y a eu aussi le bouquin de Rutger Bregman, l'historien néerlandais. Rutger Bregman, dans ses recherches et dans ses ouvrages, aime bien tordre le cou à certaines idées reçues. Et dans Humankind, le livre, donc, il s'attaque à une idée reçue qui revient souvent dans les débats autour de l'écologie et de la crise potentielle. L'objectif de son bouquin, Humankind, c'était de montrer qu'à travers l'histoire, quand l'humanité a affronté une crise commune, non, les humains ne se sont pas mis les uns sur les autres. Au contraire, ils ont cherché à s'allier, à affronter la crise ensemble et à la résoudre ensemble. Donc cette note d'espoir, c'est une note qui a du sens pour nous, face aux problèmes qui nous guettent. Et dans Humankind, le jeu, aujourd'hui, Emilien va nous parler d'une belle aventure humaine, d'une prise de position de la part de l'équipe sur ces sujets-là et de comment elle s'est traduite au quotidien. Voilà, à toi Emilien. Oui. Ah, super, génial. Merci. Bonjour. Toute précision, du coup, rendre à César ce qui appartient à César. Je suis producteur sur Humankind. Les designers, voilà. Il y en a eu plusieurs qui étaient très talentueux. Amplitude. Donc, Amplitude Studio, c'est un studio qui fait essentiellement des jeux 4X. Donc, on a sorti en 2012 Endless Space, puis Endless Legend, puis Endless Space 2, et puis l'an dernier, en août dernier, Humankind. Donc, il y a bientôt 1 an. Depuis, on a sorti aussi 2 DLC sur des cultures complémentaires d'Afrique et d'Amérique latine. On ne se fait pas que des jeux 4X, on a aussi sorti Dungeon of the Endless, qui est un jeu un peu plus action, tower defense. Et puis très bientôt, on sort Endless Dungeon, voilà, qui est aussi un jeu tower defense, twin stick, roguelite, assez chouette. Qu'est-ce que c'est que des jeux 4X ? Les jeux 4X sont des jeux de stratégie qui se basent sur 4 verbes d'action essentiellement. Face à un nouveau monde, c'est un monde qu'on propose d'explorer et puis qu'on peut coloniser et donc étendre sa colonie. On peut exploiter les ressources naturelles et puis exterminer les gens qui voudraient exploiter les mêmes ressources naturelles que nous. Évidemment, là, on sent qu'on est dans un bon programme. Alors, aujourd'hui, on n'est pas tant sur l'extermination que sur essayer de, disons, supplanter ou dépasser les autres joueurs, joueuses ou IA qui font la compétition avec nous. Et évidemment, c'est des actions pour lesquelles on va rewarder les joueurs et les joueuses. Alors très rapidement, donc Humankind, c'est un jeu 4X qui utilise ces verbes d'action. Un jeu de stratégie qui se base dans un contexte historique sur des hexagones. Et dans Humankind, l'idée c'est de guider votre peuple, donc du néolithique, vous êtes une tribu de chasseurs, chasseuses, cueilleuses, jusqu'à l'âge moderne, en essayant de construire la civilisation, la culture la plus populaire possible, la plus glorieuse possible. Donc vous voyez qu'au début vous pouvez tuer des mammouths, et puis à la fin vous êtes à la présidence de l'ONU. Voilà. Donc très concrètement, Humankind, à quoi ça ressemble quand on y joue? Ça ressemble à peu près à ça. Ça, c'est une capture d'écran que j'ai prise récemment d'une partie que j'ai faite. Il y a plusieurs choses intéressantes à voir. C'est que notamment, on voit que Humankind, c'est un jeu qui est par essence multiculturel, puisque là, ma capitale s'appelle Huaxing. Donc elle a été créée sous l'Empire Shu. Ensuite, on peut voir qu'en réalité, si on regarde tout en haut à gauche, actuellement, je joue les Australiens. Et puis, j'ai construit la Tour Eiffel. Donc, c'est ce grand melting pot qui nous intéresse ici, c'est-à-dire on peut réécrire, réinventer l'histoire dans Humankind. J'attire votre attention maintenant sur des composants d'interface qui sont un petit peu plus cachés. On va s'intéresser à ce qui se passe à droite, c'est important pour le modèle tout à l'heure. Je ne vous ai pas dit, je vais vous présenter le modèle de pollution dans Humankind, comment ça marche la pollution. Ensuite, on parlera de production. Vous voyez des icônes en forme d'hexagone. Ça, ce sont ce qu'on appelle des quartiers, des quarters. Et ces quartiers permettent de coloniser le monde. Donc, dans le monde que vous voyez, il y a des zones plus ou moins urbanisées. C'est celles que j'ai déjà colonisées. Et puis, il y en a d'autres qui sont plus des espèces de prairies, des pâtures, que je peux coloniser avec de nouveaux quartiers. Ça, ce sont pour les hexagones. Juste en dessous, vous pouvez voir des icônes plutôt carrées. Et ces carrés, ce sont ce qu'on appelle des infrastructures. Et ces infrastructures
elle s'applique sur l'intégralité de ma ville. Donc ici, sur la ville de Huaxing, par exemple, eh bien, je peux décider de construire des nouveaux quartiers qui vont produire de la nourriture, par exemple. Et par ailleurs, en cliquant juste sur un de ces carrés, j'implémente l'intégralité d'une infrastructure. Par exemple, je décide de mettre des fortifications. Toute ma ville va être, d'un coup, fortifiée. Ok, alors, donc du coup, maintenant, la pollution. Quel est le modèle de pollution qu'on a implémenté dans Humankind ? D'abord, la première chose à savoir, c'est que la pollution n'apparaît qu'en fin de partie. Donc, dans ce jeu, tout au début, on vous laisse tranquillement jouer, construire vos quartiers, vos villes, etc. Et puis, c'est à la fin, on vous dit, hop, vous savez quoi, en fait, il y a de la pollution et il va falloir en tenir compte. Ça, je reviendrai tout à l'heure sur la réception auprès du public. Qu'est-ce qui génère de la pollution ? Alors, ce qui génère de la pollution, essentiellement, ce sont vos quartiers. Donc, comme je disais tout à l'heure, plus vous allez coloniser le monde avec ces quartiers, et plus vous allez polluer. Le twist, c'est que la quantité de pollution générée par chacun de ces quartiers dépend en fait d'un coefficient qui, lui, va dépendre des infrastructures. Donc, vous avez des infrastructures qui sont polluantes, comme par exemple les centrales à charbon, ou alors l'agriculture intensive, par exemple. Et donc, si vous décidez que votre ville souscrit à l'agriculture intensive, eh bien, à ce moment-là, vos quartiers d'agriculture, vos quartiers de production de nourriture vont beaucoup polluer. On a d'autres quartiers spécifiques ou d'autres méthodes pour produire de la pollution dans Humankind, notamment tout ce qui est aéroport, les gares, les silos à missiles, ce genre de choses. On peut construire des silos à missiles. Et puis enfin, la production d'unités militaires va aussi générer de la pollution. Donc on a un modèle comme ça, qui est, je reviendrai sur le modèle tout à l'heure, mais qui est un peu fin pour vous proposer de polluer le monde. De la même manière, la pollution peut être réduite dans le jeu. Et donc, sur le même principe, vous avez des infrastructures qui s'appliquent à l'ensemble de votre ville, et ces infrastructures, elles, vont réduire la quantité de pollution. Si vous décidez que vos villes, par exemple, vont utiliser des centrales éoliennes, eh bien, dans ce cas-là, la pollution sera d'autant réduite. Vous pouvez aussi reforester, donc planter des nouvelles forêts, ou replanter des forêts sur des zones vierges dans le jeu, ou créer des réserves naturelles. Donc concrètement, comment ça s'affiche dans le jeu ? Eh bien, par exemple, si je décide de faire des centrales à charbon ou des centrales éoliennes, j'ai un effet sur la production d'industrie. L'industrie, c'est une ressource qui me permet de modéliser mes capacités de production et donc ma capacité à construire ensuite d'autres quartiers ou d'autres infrastructures. Et donc ça, en tant que joueur, c'est le bonus que je vais aller chercher. Et puis enfin, il y a des effets sur la pollution liés à ces infrastructures. On voit que par exemple dans le cadre des centrales à charbon, par exemple, je pollue davantage, j'ai plus 2 en pollution par quartier, alors que dans le cadre des centrales éoliennes, j'ai plutôt une diminution de la pollution. Ça, c'est une capture par exemple de fin de partie. Alors, donc, on voit que mes villes polluent. Moi, en tant que joueur, en tant qu'empire même, j'ai plusieurs villes pour moi. Et puis les autres joueurs et joueuses auront également des villes, les intelligences artificielles aussi qui joueront avec nous auront leur propre ville. Et donc la pollution générale dans le monde dépend de juste la somme de toutes ces pollutions qui sont générées par tous les empires du monde. Et dans Humankind, on a un compteur, alors c'est pas forcément hyper visible ici, mais tout en haut, on peut voir, on a un compteur de pollution générale. Et donc on a cette quantité de pollution sur l'intégralité du globe, qui est une espèce de grande somme de toutes les pollutions de tout le monde. Alors, on parle de grandes sommes, donc voilà une représentation simplifiée, une représentation mathématique simplifiée du modèle, mais en gros, c'est un modèle linéaire du nombre de quartiers. Donc, il suffit que j'additionne l'ensemble des pollutions générées par mes villes, qui sont un certain facteur de mes infrastructures multiplié par le nombre de quartiers que j'ai dans cette ville. Je fais la grande somme et je sais combien mon empire pollue. Et puis je fais la grande somme de tout ça sur tous les empires du monde. Et puis je sais à la fin combien de pollution est générée à chaque tour. Donc on pourrait se dire, bon, bah dans ce cas-là, je construis des quartiers les uns à la suite des autres. J'ai une progression linéaire de la pollution dans Humankind. Et comme dans la vraie vie, oh wait, pas tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que le nombre de quartiers, c'est-à-dire ce qui produit de la pollution, c'est une progression qui est plutôt géométrique du temps. Et ça, c'est quelque chose, c'est un grand classique des jeux de stratégie. C'est ce qu'on appelle parfois aussi le snowball. C'est cette idée que mes capacités de production aujourd'hui vont déterminer ma capacité à produire des nouvelles capacités de production à l'avenir. Et donc, un petit peu à la fois, par effet d'emballement ou par effet de progression géométrique, si je puis dire, je peux produire de plus en plus de quartiers et de plus en plus vite. Dans les faits, qu'est-ce qui se passe ?
la génération, donc ça c'est les données qu'on récupère chez les joueurs et les joueuses, et dans la pratique on a cette belle convexité qui est là, qui fait qu'au début on ne produit pas beaucoup de pollution, et puis aussi au bout d'un moment, hop, on a un bel emballement, à peu près au début du tour 300, pour des parties longues, et donc on voit cet effet géométrique sur la production de pollution générale. Alors pour les gens qui aiment bien ce genre de courbe, vous pouvez voir qu'à la fin, ça se relinéarise un tout petit peu. On a des effets de feedback négatif dont je parlerai tout à l'heure. Mais on voit que globalement, dans le jeu, on a cette progression géométrique. Donc on a quelque chose de la modélisation de ce qu'on semble observer aujourd'hui dans le monde, dans Humankind. Alors, pour résumer un petit peu ce modèle, donc qu'est-ce qui accélère la quantité de pollution produite dans le monde de Humankind ? Eh bien, c'est essentiellement le nombre de quartiers, et en particulier de quartiers qui vous permettent de générer des nouvelles ressources et de production, puisque ces quartiers-là, plus j'en construis, plus je peux en construire à l'avenir, et plus du coup je vais avoir de quartiers et donc de pollution. Et puis également, le nombre de villes, c'est un facteur aussi d'accélération, puisque si j'ai des villes qui sont un petit peu loin partout dans mon empire, eh bien, je vais avoir besoin de mettre davantage d'aéroports, de gares ou de choses comme ça, et puis je vais réduire le nombre de synergies. Vous devriez me demander, mais qu'est-ce que c'est donc que les synergies ? Eh bien, les synergies, j'y viens, c'est quelque chose qui permet de décélérer cet emballement. Et on a cette mécanique dans Humankind qui dit que quand vous construisez des quartiers similaires les uns à côté des autres, ces quartiers vont avoir un bonus de production. Donc si je construis les quartiers qui génèrent de l'industrie proche, je vais générer plus d'industrie, donc super. Si je les construis éloignés, je vais générer moins d'industrie. Dit autrement, à industrie égale, c'est-à-dire si je veux produire une certaine quantité, je peux décider de construire moins de quartiers en les rapprochant. C'est un peu la permaculture de Humankind, où on essaie de faire des choses un peu plus restreintes. Et donc vous avez ce levier d'action, vous en tant que joueur ou joueuse, vous pouvez rassembler vos quartiers, quitte à exploiter un peu moins des zones de terrain qui sont intéressantes pour vous, mais rassembler vos quartiers pour générer davantage de production. Et ensuite, on a un effet, alors qui là, pour le coup, est un effet un peu particulier et qui est propre à cette simulation et qui est peut-être à l'inverse de ce qu'on observe dans la vie réelle, qui est que, et ça je vais y venir juste après, mais la pollution a comme impact essentiel de réduire votre capacité à produire des ressources, puisque c'est essentiellement le levier qu'on a dans le jeu ou dans les modèles de ce type de jeu. Ces jeux de stratégie sont des grands transformateurs de ressources. Et donc un malus classique, et celui qu'on utilise, c'est de réduire votre rapport en ressources. Et donc c'est que fait la pollution. Et du coup, en limitant vos capacités de production, la pollution elle-même a tendance à limiter votre capacité à polluer. Ok, bon alors là, j'ai parlé beaucoup de génération de pollution. Quels sont les effets de la pollution dans Humankind ? Eh bien, d'abord, il y a un effet global sur le monde entier, et donc on a modélisé ça sous la forme d'une baisse de ce qu'on appelle la stabilité, c'est-à-dire votre capacité la propension de votre population à entrer en révolte ou pas, et aussi un peu sur sa capacité à produire efficacement des ressources. Sur la production de nourriture en général, on diminue votre capacité à produire de la nourriture pour limiter l'accroissement de la population notamment. Et puis, de manière beaucoup plus drastique, si vraiment tout le monde pollue beaucoup trop, eh bien on déclenche la fin du monde. C'est-à-dire qu'on prévient un petit peu à l'avance et on dit attention, si vous continuez à vraiment trop polluer, ce sera la fin. La Terre sera rendue impropre à la vie. Et puis si ça se produit, on dit désolé, tu ne peux plus vivre là-dedans. Ça c'est au niveau général. C'est pour tout le monde, c'est la fin du monde pour tout le monde. Moi, en tant qu'empire, sur ma partie, ce qui se passe essentiellement, c'est que l'IA peut me détester si je suis le plus gros pollueur. Et la même chose, c'est pareil pour les autres humains qui jouent avec moi si je joue en multijoueur. Ces gens ont tout à fait le droit et même sont incités à me détester et à me pointer du doigt. Il y a quelques mécaniques comme ça pour pointer un peu du doigt les gens qui polluent beaucoup. Et puis enfin, on a fait une modélisation des effets locaux, c'est-à-dire que ville par ville, on a une baisse encore de la stabilité, donc les villes qui sont très polluées vont entrer plus facilement en révolte, et puis aussi une diminution de la production. Et là, pour le coup, on tape un peu large, c'est-à-dire qu'on diminue la production de toutes les ressources, que ce soit des ressources de monnaie, des ressources de capacité de production, des ressources de nourriture, etc. Et en fait, on va assez loin puisqu'on a décidé d'aller jusqu'à 100%. C'est-à-dire que quand vous commencez à vraiment trop polluer, votre ville finalement ne produit plus que de la pollution. Et donc c'est une manière aussi de dire, non en fait là vraiment ça va plus quoi. Là il faut faire autre chose. Maintenant. Parce que ça ne sert plus à rien. D'autre qu'à déclencher la fin du jeu.
quelles sont les dynamiques qui sont créées à partir de là? Alors la première chose, c'est que quand c'est votre première partie à jouer à Humankind, donc je vais un peu de spoiler, pardon, c'est souvent une mauvaise surprise. C'est-à-dire que vous jouez tranquillement, et les parties peuvent être un peu longues, 10-15 heures, hein, dans un tempo normal, et à peu près à 8-10 heures de jeu, on vous dit « Hey, en fait, il y a un truc pas cool qui s'appelle la pollution. » Et ça peut déclencher la fin du monde. Et je reviendrai encore une fois sur la réception publique tout à l'heure. Et une fois que vous avez fini votre première partie, que vous en êtes à votre deuxième, troisième, ou que vous avez plus d'expérience là-dedans, eh bien en fait, on se rend compte qu'on arrive sur les mêmes effets de jeu qu'on a sur les autres ressources. C'est-à-dire des effets d'équilibre, où les gens essaient de compenser les malus par des bonus, de dépasser, ou au contraire de ne pas dépasser des effets de seuil qui se déclenchent. Et donc en fait, quelque part, cette monnaie de pollution, cette variable de pollution est utilisée comme n'importe quelle autre variable du jeu, que ce soit la nourriture, les capacités de production, la monnaie, etc. Et une personne expérimentée dans le jeu va essayer justement de ne pas polluer trop pour ne pas déclencher des effets de seuil, mais polluer suffisamment pour gagner les bonus juste avant qu'on atteigne ces effets de seuil. Oups, pardon. En termes d'esthétique de jeu, qu'est-ce qu'on avait voulu faire? Alors là, ce que je vous présente, c'est les vrais rationales du jeu, c'est-à-dire tels qu'ils sont écrits dans notre document de design. Et ce qu'on appelle les rationales, c'est vraiment ce qui a prédominé à l'ensemble ensuite de la création des mécaniques de jeu. Et donc la première, c'était de dire, on voulait que la pollution apparaisse comme un dilemme, ou plus exactement le dilemme du prisonnier, qui est un problème classique de théorie des jeux, et qui dit globalement que si on se mettait bien, tout le monde d'accord, pour ne pas polluer, tout le monde pourrait bénéficier de ça, et le monde serait meilleur pour l'intégralité des gens. Donc ce serait super, je vous propose que tout le monde on arrête de polluer, ça va être génial. Sauf que le dilemme du prisonnier vous dit que si tout le monde fait ça, eh bien moi, individuellement, j'ai vraiment intérêt à polluer, parce que du coup, je peux faire mon passager clandestin, je bénéficie d'une terre qui n'est pas polluée, c'est trop bien, et en plus, j'ai des super capacités de production. Sauf que si on fait ça, eh ben, dans le cas du dilemme du prisonnier, par exemple, on atteint un petit peu à la fois ce qu'on appelle l'équilibre de Nash, du dilemme du prisonnier, qui est qu'en fait, si moi j'ai intérêt à polluer, bah, mon voisin aussi va avoir intérêt à polluer, et du coup, de fil en aiguille, tout le monde va vouloir polluer, et à la fin, tout le monde va polluer, et à la fin, tout le monde aura une situation qui sera moins bonne que la situation initiale. Et ça, c'est hyper dommage, mais c'est la vie. C'est la vie de Humankind. Et puis, alors il y a d'autres rationales, mais je vous en pointe une deuxième qui semble particulièrement intéressante, et qui fait la transition avec la deuxième partie, qui parle de production. C'est qu'on a mis dans les specs du jeu que, en fait, cette feature, c'était l'occasion pour l'équipe de développement d'avoir un impact positif dans le monde. Et c'est assez rare, en réalité, de voir ça dans des documents de design. C'est-à-dire que souvent, et en particulier sur des jeux très systémiques, comme Humankind, parce qu'on sent que c'est une petite horloge, mais dedans, on a dit, attention, on est en train de construire une petite horloge, il ne faut pas seulement qu'elle donne l'heure aussi, il faut qu'elle ait un impact positif sur le monde. Et ça a été quelque chose d'extrêmement important pour l'équipe. Alors en particulier, pendant la production, voilà un petit peu ce qui s'est passé. Initialement, donc, on avait fait une super feature de production, on avait designé plein de trucs, c'était vachement bien. On a fait des prototypes et tout, c'était super. Et puis, à un moment, puisque la production de jeux vidéo, c'est la production de jeux vidéo, il a fallu faire des choix. Et donc, un choix a été pris de dire, OK, on a une feature de pollution qui est hyper ambitieuse, qui est géniale, sauf qu'il faut qu'on fasse beaucoup d'autres trucs dans le jeu. Et donc, pour éviter de mal la faire, on va la faire, mais plus tard. On n'a plus le temps, plus les ressources pour la faire maintenant, pour la faire pour la sortie. Donc, on va la décaler un peu dans le temps. Comme ça, on la fera bien. Et puis, ça nous permettra de bien faire tout le reste. Ça, c'est le genre de décision qu'on prend en permanence quand on développe un jeu vidéo. C'est des décisions de production classiques. Il faut les faire. Elles sont jamais marrantes. On a fait des choix. On s'est dit on parlait de l'histoire de l'humanité, il fallait qu'on parle de religion, par exemple. On ne voulait pas faire non plus un système de religion au rabais. On a fait un beau système de religion, mais il a fallu faire prendre une décision de production. Et puis on s'est dit qu'un jour, donc il y a eu des décalages du jeu, de la sortie du jeu, et puis on s'est dit que, en fait, sortir un jeu qui parle de l'humanité en août 2021, c'était quand même pas ouf si ça parlait pas de pollution. Et donc on a un peu rétropédalé sur cette décision, mais assez tard dans la production. Et donc, quand on fait ça, justement, il faut faire un petit peu des compromis, c'est plus compliqué. Et ce qui s'est passé, c'est quelque chose de très beau, je trouve, c'est que, en fait, l'équipe de développement a été extrêmement dédiée. C'est-à-dire que là, d'un coup, des gens, pas forcément d'un coup d'ailleurs, assez rapidement, des gens se sont dit, en fait, je veux qu'on parle de pollution. J'ai besoin que Humankind parle de pollution. Et on a eu une partie importante de l'équipe qui a dit,
il est impensable de sortir le jeu sans parler de pollution. En fait, très vite, c'est devenu même l'idée dominante et on s'est dit, ok, dans ce cas-là, on parle de pollution, mais il va falloir être smart parce qu'en termes de production, on n'a plus énormément de choses. On a des gens qui sont allés même jusqu'à dire, je suis prêt à faire des heures sup pas payées pour qu'on ait une feature de pollution dans le jeu. Alors, je vous rassure, on a tout payé et on a fait peu d'heures sup. On n'a pas trop. Enfin, bref, voilà. C'est raisonnable. Et à la fin, on avait une feature de pollution dans le jeu, donc Vanilla, dans le jeu de base. Et donc on était collectivement heureux parce qu'on avait pu sortir un jeu qu'on trouvait très chouette et puis avec de la pollution dedans, donc on avait pu exprimer ce qu'on voulait. C'est écrit un peu petit, mais je vous le lirai tout à l'heure. La réception a été pour le moins hostile à ce système. On a eu plusieurs types de retours, mais globalement, la mauvaise surprise dont je vous parlais tout à l'heure, à la fin du jeu, on vous dit que finalement il y avait de la pollution, a été plutôt mal accueillie. Et en particulier, on s'est rendu compte on savait un peu, mais bon, on l'a bien expérimenté pour le coup, que beaucoup de gens en fait n'aiment pas être trop embêtés quand il s'agit de créer un empire. Et donc en particulier, arriver à la fin du jeu et dire « Ah non, il faut que tout s'arrête parce que sous prétexte que j'ai pollué un peu, du coup j'ai plus le droit de continuer à jouer, c'est pas cool ». Bon en fait, on se l'est pris de front, là manifestement. On a eu aussi des revues d'articles de journaux, là, notamment Kotaku, qui disaient I wish humankind had gone harder on climate change. Donc j'aurais aimé que humankind soit plus dur sur le changement climatique. Donc on a eu un petit peu les deux. On fait comme on peut. Là, la petite illustration que vous voyez à droite, c'est un mode. Donc humankind, c'est un jeu modable. Vous pouvez modder le jeu, vous pouvez le transformer avec des outils de modding, qu'on fournit d'ailleurs. Et un mode assez populaire qui est arrivé, c'est de dire, en fait, il n'y a pas de pollution. Comme ça, au moins, hop, c'est fini. Du coup, j'attire votre attention sur ce dernier petit commentaire qu'on a eu sur les forums du jeu, qui dit « I just want to build and make a great empire without dealing with the pollution. » Je voudrais juste faire un grand empire sans avoir à m'embêter avec la pollution. Moi aussi. J'adorerais faire plein de choses sans avoir à m'embêter avec la pollution. J'adorerais pouvoir aller à New York sans avoir à m'embêter avec la pollution. J'adorerais pouvoir acheter des nouveaux t-shirts tous les jours sans avoir à m'embêter avec la pollution, ou ce genre de choses. Seulement, malheureusement, en fait, dans la vraie vie, c'est pas possible. Et c'est là où on est entré de plein front dans ce qui me semble être une friction importante, peut-être même fondamentale, dans ce genre de questionnement, ce genre de feature, dans ce genre de problématique quand on parle de jeu. C'est que, d'un côté, on a la question du changement climatique, et qui est une question tragique, qui est dramatique, pour ne pas dire même cauchemardesque. Enfin, c'est la fin du monde qu'on est en train de précipiter les uns les autres. Donc, c'est pas cool. On parlait de faire des choses cool. C'est pas cool. Le changement climatique, c'est plutôt une mauvaise nouvelle en fait qui nous arrive, et elle arrive très fort, et on doit en être conscient. De l'autre, en fait, en tant que jeu, on a une responsabilité de divertissement, c'est-à-dire quelque part de dire aux gens, pendant les quelques heures pendant lesquelles tu seras avec moi, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Mais tout va pas bien se passer. Et ça, on est obligé de le traiter. En tant que jeu, nous sommes des artefacts culturels. On a un devoir de traiter ces questions-là. On ne peut pas faire sans. Mais on a cette friction, on a ce cauchemar, et puis on a ce besoin d'être fun, d'être drôle. En fait, c'est une friction qu'on a régulièrement dans des jeux de stratégie comme ça, dans ce genre de simulation, qui est qu'on se demande toujours un petit peu, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est d'être une espèce de simulation ou est-ce que c'est d'être un jeu de stratégie? Et puis des fois, c'est des choses, et entre la simulation du monde réel et puis la stratégie, et ce qui est intéressant, eh bien, il y a des frictions. Ici, on l'a vu très très fort sur la question du changement climatique. Donc on a un jeu live, c'est-à-dire qu'on continue à faire des mises à jour et à sortir du contenu. Donc quand on a eu ces réceptions qui étaient très mauvaises et qui ont un impact assez important sur la réception, et même ne voilons pas la face sur les ventes du jeu, on a dû faire des choix. Alors on a fait des choix notamment de design. Donc on a commencé par être beaucoup plus tolérant sur la pollution. Donc on a dit ok, manifestement c'était pas parfaitement équilibré, ce qui par ailleurs était probablement vrai. C'était pas très bien équilibré. Donc on a été plus tolérant, on a mis un peu moins de malus, on a éloigné la fin du monde pour les cas de pollution. Et puis ça continuait, et donc le choix qu'on a pris récemment, c'est de dire d'accord, ok, en fait, pour l'instant, par défaut, on va désactiver les effets de la pollution. C'est-à-dire qu'on va vous dire ok, vous êtes en train de polluer, c'est pas cool. Bon, mais déjà, par défaut, vous n'aurez pas d'effet. Si vous voulez rajouter les effets de la pollution, c'est possible, il y a un petit bouton, c'est très simple, mais par défaut, on ne l'a pas. En termes de production,
ça a été très dur pour l'équipe. Parce que là, je vous ai dit, les gens ont été très engagés et une bonne partie de l'équipe avait très envie qu'il y ait cette feature. Et là, d'un coup, je suis en train de vous dire, on fait machine arrière. Provisoirement, en tout cas. En fait, ça a été tellement dur qu'on a même des gens qui ont refusé de participer à ce changement. On a une personne qui a dit, d'accord, faites-le si vous voulez, moi je ne code pas ça. Trouvez-vous quelqu'un d'autre. Et c'est complètement légitime. Alors évidemment, on ne va pas forcer à coder la chose, mais comme ça avait été une décision collective de temporairement retirer ces impacts de la pollution, c'est quelqu'un d'autre qui a fait ce développement. En termes de réception, c'est à la fois, je suis heureux et triste, puisque la réception était meilleure, du coup. Les gens se sont beaucoup moins plaints de la pollution, vu qu'il n'y avait plus d'effet. Mais peut-être que le versant positif de tout ça, c'est qu'on a eu aussi un début de feedback plus positif. Plutôt que de dire ouais, mais la pollution c'est trop nul, faut pas le mettre, oh là là, ma partie elle s'est terminée trop tôt, c'est déçu. Ce que je peux comprendre aussi. Les gens commençaient à se dire ok, mais si vous faisiez comme dans tel autre jeu, ou ah oui, on pourrait faire ça à la place. Donc on a eu un début aussi de feedback plus positif, plus constructif derrière. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant alors? Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne va pas en rester là. Je pense que la première chose, c'est qu'il faut commencer par être courageux et courageuse, et autant que faire se peut, smart. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Amplitude continue à dépenser des ressources créatives, des ressources de production pour réfléchir et implémenter des systèmes de pollution qui soient plus satisfaisants. Manifestement, ce système de pollution n'est pas satisfaisant, en tout cas pas en l'état. Et donc on continue à la fois à y réfléchir et puis aussi, encore une fois, à dépenser des ressources pour proposer des meilleurs systèmes. Et puis, il s'agit d'être intelligent pour le faire quand même de manière réaliste et puis surtout de manière à ce que ce soit intéressant à jouer, ce qui n'est pas forcément évident, puisque comme je vous le disais, malgré tout, on parle d'un système qui est censé vous décrire un des pires cauchemars de l'humanité. Bon, mais où est-ce que les jeux sont bons alors? Parce que c'est bien sympa d'être courageux. Eh bien, en réalité, ça, on a commencé à l'évoquer d'ailleurs ce matin. Là où les jeux sont forts, c'est que les jeux peuvent proposer des simulations. En fait, avec un jeu, on peut jouer, on peut s'amuser, on peut essayer des choses, on peut rater, ça arrive, faire des expérimentations, et puis un petit peu à la fois trouver des meilleures formules. Et des jeux comme Humankind permettent de jouer un peu au petit chimiste, comme ça, avec l'humanité et avec différentes choses que l'humanité pourrait faire. Et donc, jouer comme ça au petit chimiste, et puis proposer des simulations, essayer des choses, c'est super, sauf que je pense aujourd'hui qu'il nous manque un ingrédient fondamental. C'est que, en jouant au petit chimiste comme ça, avec l'humanité, eh bien, je peux réussir à limiter l'impact environnemental, je peux réussir à diminuer la pollution, trouver des moyens pour faire que le réchauffement climatique soit un peu moins dramatique. D'accord? Oui, mais aussi, moi, ce dont j'ai besoin, c'est de pouvoir gagner, quoi. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on a aussi besoin d'avenir, de futurs désirables. Moi, j'ai besoin de savoir que si j'ai bien joué au jeu, c'est mieux. J'ai besoin de pouvoir dire à ma fille, le monde de demain, il sera mieux. Ce sera plus sympa. J'ai besoin qu'on puisse avoir des imaginaires dans lesquels on puisse se dire « Ah oui, c'est une bonne idée de continuer à vivre. » Pas seulement parce que, bon, c'est un peu dramatique, mais pas seulement parce qu'on va faire moins monter le niveau de l'eau peut-être qu'on va réussir à rester sous la barre des 2 degrés, youhou, trop bien. Non, aussi parce qu'on va guérir des maladies encore, aussi parce qu'on va faire des choses trop chouettes avec les plantes, peut-être qu'on pourra voyager en fait avec un impact environnemental faible et qu'on pourra même mieux voyager, plus vite ou que sais-je. On a besoin d'avoir une accroche sur quelque chose qui va être mieux, qui va être plus sympa, qui va être plus désirable. Et je pense que cette responsabilité, on l'évoquait aussi ce matin, elle est vraie sur le jeu vidéo, mais évidemment elle est vraie sur l'intégralité des médias et du monde culturel. Je pense qu'on peut apporter ça. En tant que jeu vidéo, ou en tant que jeu en général, ce qu'on peut apporter, c'est des simulations là-dessus. C'est un amusement et, encore une fois, un petit atelier de chimiste, le petit Rubik's Cube, sympa. Bon. Aujourd'hui, Amplitude fait essentiellement des 4X. On explore, on expande, on exploite, on exterminate. Bon. Mais en fait, je suis très heureux. Je suis très heureux parce qu'on a plein de nouveaux verbes qui arrivent sur lesquels construire des nouveaux gameplays. On a des verbes de décroissance, de co-construction, de régénération, de partage. En fait, c'est plein de choses super chouettes. Et puis, c'est des nouveaux gameplays. C'est fun, c'est marrant. Avec ça, on va pouvoir s'amuser. Et puis, ça permettra aussi de renouveler tout ce qu'on a fait. Je voudrais citer un jeu qui s'appelle Terranil du studio Freelive. C'est vachement bien. Ils ont sorti une démo. Si vous n'y avez pas encore joué, je vous invite à faire vraiment. La démo n'est pas très longue. Et ça parle notamment de décroissance.
je crois beaucoup à ces nouveaux gameplays, je crois beaucoup à ces avenirs désirables. Moi, j'ai hâte de les développer dans les équipes et j'ai hâte de voir les mondes qui vont être créés par les joueurs et les joueuses de demain. Merci beaucoup. On a le temps pour quelques questions, très brièvement. Est-ce que ça marche? Oui, c'est bon. Déjà, merci beaucoup pour... ici. Okay. Déjà, merci beaucoup pour cette intervention. C'était super, hyper complet, hyper riche et très, très profond. Je voulais juste creuser un petit point de détail qui m'a semblé intéressant au niveau de la dimension multi. Vous avez parlé de tout le monde déteste les pollueurs, même les IA. D'un point de vue gameplay, comment ça se manifeste? Est-ce qu'il y a des mécaniques punitives ou juste on envoie de la honte? Enfin, comment ça se passe? Ouais. On pourrait. Oui. Alors, donc aujourd'hui, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a. Alors, je vais peut-être revenir rapidement. D'abord, il y a un classement. Donc, hop, je sais pas si j'en reviens rien. Donc, il y a un classement. Donc, si vous êtes la personne qui pollue le plus, ou l'empire qui pollue le plus, on arrête les maths, tac. En fait, vous allez être tout en haut du classement. Donc, vous allez être identifié comme étant le top polluteur. Et si vous êtes top polluteur, vous avez un système qu'on appelle le système de grievance qui se met en place. Et en fait, c'est un motif. Alors, un motif de guerre. Bon, on fait ce qu'on peut avec les systèmes aussi, hein, quelque part. Et donc, ultimement, vous pouvez dire, tu pollues beaucoup, je te fais la guerre, et puis je revois ton administration. Bon, c'est un petit peu extrême. On manque encore un peu de système là-dessus. C'est vrai. Mais ça fait effectivement partie des points sur lesquels on axe beaucoup la réflexion aujourd'hui. Mais c'est hyper intéressant, ça peut être un point de départ pour de la collaboration, justement. Dire, bon, tu pollues, je te mets une éolienne. Ouais, ce serait génial, ouais, je suis d'accord. Merci. C'est allumé? Ouais. Du coup, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais un peu deux remarques, pas forcément hyper... je vais peut-être paraître désagréable. La première, c'est sur cette histoire... j'ai l'impression qu'il n'y a aucune remise en cause du système, c'est-à-dire que le but du jeu, c'est quand même d'être un empire qui capitalise des ressources, ce qui me paraît pas très compatible avec la problématique de pollution. Puisqu'on a vu qu'il fallait quand même faire évoluer les systèmes de façon plus juste et plus égalitaire. D'ailleurs, on voit même dans la liste des mots à la fin qu'il y a un peu une contradiction entre exploit et rigro, et surtout cher. L'autre point, c'était on peut produire pour réduire. Donc c'est un peu ce truc de compensation. Et en fait j'ai juste peur que le jeu il véhicule des schémas et des représentations de la crise qu'on est en train de traverser. Peut-être simples et peut-être qui sont celles qui font qu'aujourd'hui on n'est pas du tout en train de chercher à solutionner le problème, ou en tout cas très peu par rapport à ce qu'il faudrait faire. Et après l'autre point, c'est plus une parenthèse, mais c'est le système de synergie qui correspond beaucoup au modèle en urbanisme qu'on parle d'hygiénisme, où on reconcentre les pôles et où il n'y a pas de brassage. Et finalement qui est aussi aujourd'hui un vecteur de pollution et surtout de discrimination sociale. Donc voilà, c'était des remarques et à la fin une ouverture à la discussion. Ouais, c'est très juste. Enfin, c'est une prémisse du genre. C'est-à-dire que de la manière que dans un FPS, vous allez tirer sur des choses. Quand vous jouez ou quand vous produisez un 4X, vous allez essentiellement vous intéresser à ce genre de verbe et exploiter. Donc, c'est un vrai questionnement sur le genre. Aujourd'hui, qu'il y a dans l'industrie en général d'ailleurs. Humankind propose quand même des schémas de collaboration et vous pouvez gagner en exploitant moins ou en n'étant pas dans l'extermination typiquement. Donc malgré tout il y a des glissements comme ça qui s'opèrent. On a notamment des principes. Donc on a une question très systémique et puis il y a une question narrative dont je n'ai pas du tout parlé ici. Dans Humankind, la couche narrative s'exprime beaucoup par des événements qui arrivent et qui vous mettent davantage en lien avec votre population. Et donc là, on a des événements qui, au contraire, vous demandent en tant que leader de prendre des choix qui vont peut-être dans des sens un peu plus, disons, écologiques ou sympathiques ou même sociaux en fait en réalité.
mais c'est une vraie question, cela dit. C'est une vraie question du système en général. Pour la question des synergies, là on est plus c'était plus une boutade par permaculture, puisqu'on est plus dans des questionnements, là pour le coup, très systémiques de jeu. C'est-à-dire que nous, ça nous permet notamment de proposer d'avoir des villes qui sont plus compactes, et puis qui ressemblent plus aux villes de la réalité. C'est tout un problème qu'on a de manière générale dans Humankind, c'est que à la fois c'est un terreau fertile à l'expérimentation, je pense, et en même temps on a envie que ça s'appelle quand même Humankind, ça s'appelle pas Alien Land, et donc quelque part on a envie que ça ressemble un petit peu à ce qui se passe aujourd'hui sur Terre et dans l'humanité. Mais on a un tas de problématiques comme ça qui apparaissent. Un exemple très simple, par exemple, quand vous créez des unités d'armée. Quand vous créez des unités d'armée, aujourd'hui, on met dedans ce qu'on appelle donc des pawns, des personnages, qui sont des personnages plutôt typés masculins ou plutôt avec des habits féminins. Et ça nous semblait important de faire ce mix, parce que après tout, pourquoi pas. Et puis dans l'histoire de l'humanité, ça ferait sens. Sauf que dans la pratique, on sait bien que les armées, depuis qu'on sait faire des armées, sont beaucoup constituées d'hommes essentiellement. Ça fait partie des problèmes. Et donc là, on a une vraie question de qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Est-ce qu'on colle vraiment à la réalité historique, ou est-ce qu'au contraire on propose un monde ou un schéma qui nous semble plus pertinent ? On a dû faire des compromis un peu partout en permanence dans la production là-dessus. Je ne sais pas si ça répond un peu à tes remarques. Un peu. On fait ce qu'on peut. C'est un peu. Là, ça va marcher. Merci beaucoup pour l'exposé. Merci aussi pour l'honnêteté sur les problématiques de production, parce qu'on n'en parle pas assez, c'est-à-dire que malgré tout, on a énormément de contraintes de production, qui soient temporelles, financières ou autres, qui ne nous permettent pas non plus d'assumer nos ambitions créatives toujours à 100%. Et du coup, moi, ma curiosité, elle allait dans ce sens-là, et ça rejoint un peu ce qui a été demandé avant, mais au final, on se rend bien compte que la réception a été mauvaise, mais peut-être parce que effectivement le système n'était pas le système qui avait été imaginé à la base, et c'est un système qui est né des contraintes de vos productions. Est-ce que vous pensez que le design qui avait été fait à la base s'imbriquait mieux dans le jeu, était peut-être tout aussi intéressant en étant moins juste pour le joueur ? En gros, c'est, à votre avis, à quel point l'idée de départ était plus profonde, plus intéressante, et comment le jeu aurait été perçu si ça avait été cette idée-là qui avait été implémentée ? C'est une très bonne question. C'est toujours très difficile de répondre à ça parce que j'ai pas de contrefactuel, forcément. Elle était clairement plus ambitieuse, et je pense qu'on a tendance à pardonner davantage aux idées ambitieuses, peut-être. Et je ne sais pas si elle aurait été de meilleure modélisation. Je pense que la réception aurait été un peu meilleure. Alors notamment, elle était beaucoup plus fine sur les conséquences. C'est-à-dire que là, en fait, ce qu'on voit, c'est que les conséquences de la pollution, c'est un chiffre un peu abstrait qui applique des malus eux-mêmes un petit peu abstraits, en réalité. Et ça, clairement, c'est un effet de production. Du jeu, je veux dire. On avait des propositions qui étaient vraiment plus ambitieuses, mais qui demandaient aussi justement plus de temps de production, et qui auraient apporté, je pense, disons, un palliatif graphique peut-être au moins au système. C'est-à-dire que in fine, les malus auraient été plus ou moins les mêmes, ça aurait été toujours un peu des malus de ressources, ce genre de choses. Je pense que de toute façon, on voulait mettre la fin du monde, quoi qu'il arrive, et qui était vraiment la feature la plus décriée en réalité, de la pollution. Donc je pense qu'on aurait eu une réception peut-être un peu moins amère, mais pas positive. Je pense. En fait, ce qui me laisse penser ça, c'est notamment que donc le jeu, on a un jeu ami et concurrent qui s'appelle Civilization, qui est assez connu. Dans Civilization 6, il y a eu une feature de pollution aussi qui a été ajoutée dans un pack d'expansion quelques années après la sortie du jeu. Donc eux, pour le coup, ont fait le choix de sortir ça plus tard. Et leur modèle de génération de pollution est un petit peu plus simple que celui du Humankind. En revanche, là où il est plus complexe et plus touffu, c'est sur le modèle sur les conséquences
C'est-à-dire que dans Civilisation, la pollution, c'est pas juste un petit chiffre qui s'augmente, c'est vous avez plus de tempêtes, vous avez une modélisation de la fonte des glaces avec l'eau qui monte, le niveau de la mer qui monte, vous avez des tempêtes de sable aussi, je crois, enfin bon, tout un tas d'impacts comme ça qui sont modélisés. En fait, la réception, c'est rigolo d'ailleurs, j'avais regardé un peu comparatif, la réception, en tout cas si j'en crois les user reviews de Steam, le score entre Humankind et cette expansion de Civilisation est le même, 67%, ce qui est un score relativement bas, qui n'est pas ouf. Et je crois percevoir qu'il y a la même dynamique de il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire, quoi. Quand le réchauffement climatique arrive dans Civilisation, on ne peut pas faire grand-chose. Bon, à part peut-être un peu dealer avec les conséquences. Donc j'aurais tendance à penser que si on s'était rapproché de ce modèle, on aurait eu le même genre de retour, je crois. Bonjour. Oui. Merci pour cet exposé très intéressant. Je voulais vous poser la question, est-ce qu'il y a eu un plaisir, des retours sur le plaisir à polluer, sur justement et à précipiter l'apocalypse et être dans cette vision-là, voilà, pollueur gagnant, quoi. Oui. Alors, c'est aussi une des magies en fait de ce petit kit du petit chimiste, c'est qu'on peut aussi jouer un peu sur la catharsis là-dessus. Comme vous voyez, par exemple, là, ici, c'est peut-être pas forcément très clair sur ce screenshot, mais là, vous voyez que le monde est un petit peu rosâtre avec des effets qui sont un petit peu différents et qui a un rendu un peu différent. Hop, voilà, de celui-là qui est plus un mode un peu plus beau. Et donc, quand vous précipitez le monde à sa perte, le rendu change. Ça peut être satisfaisant. En fait, on a joué là-dessus même récemment, puisqu'on a même fait carrément toute une opération avec des influenceurs et des influenceuses en leur proposant de polluer au maximum. Et ça a été tout un défi là-dessus, et c'était assez rigolo, et ça propose aussi un challenge assez marrant, systémique, de comment est-ce que je peux faire pour polluer le plus vite possible et de manière la plus efficace possible. Et je pense que c'est des modèles qui sont intéressants à étudier aussi, enfin, il me semble. Donc ouais, clairement. Merci. Merci pour cet exposé, c'était super intéressant. Alors moi, j'ai pas encore joué au jeu, donc j'ai envie de le tester maintenant. Et ce que je voulais dire, donc, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui est, en tant que joueur, qu'on aime bien faire, c'est justement avoir un méga empire, donc comme il y a eu dans les commentaires. Et il y a plein de jeux comme ça où on pollue à mort. Alors je pense à Factorio, je pense à plein de ce genre de type de jeux. Et donc il y a un plaisir de joueur à faire ça. Et pourquoi on pourrait pas faire passer un message où on peut gagner en fait en faisant ça? Mais juste la fin est cynique, c'est-à-dire que le monde est détruit, on est les derniers survivants. Enfin, en fait, le capitalisme a gagné, quoi, en un sens. Un peu comme les États-Unis. Maintenant, on veut dire, on est la plus grande puissance, mais on continue à polluer. Et comme ça a peu d'impact sur nous, parce que ça va avoir des impacts un peu partout dans le monde, mais nous, on peut s'en prémunir parce qu'on est riche, on s'en fout, quoi. Et en soi, ça aurait un message cynique qui pourrait être intéressant. Ouais. Alors, on pourrait. Ouais. Alors. Il y a une chose qui est un peu encore une fois gamey, systémique. Quand vous précipitez la fin du monde à cause de la pollution dans Humankind, le jeu s'arrête. Malgré tout, perdure le classement. Et donc quelque part, vous pouvez dire, peut-être que la partie s'arrête, mais j'étais premier. Bon, voilà. C'est le max. Je pense que ce serait compliqué d'aller plus loin que ça aujourd'hui. Mais c'est vrai. Oui. Bonjour, merci pour cette présentation très claire de cette mécanique de jeu. Les réactions des joueurs me font un peu penser à des réactions qu'on a pu entendre ou lire sur des joueurs qui jouaient à SimCity et qui étaient gênés par les SDF. Ils ne savaient pas quoi faire de ces SDF. Quelque chose de très cynique en mode comment je fais pour m'en débarrasser, ils me gênent. On ne s'en rend même pas compte qu'ils parlaient de vraies personnes. Enfin bref. Et ma question portait plutôt sur le lien avec ce qui reste très lié à la chronologie dans Humankind, parce que certes on peut jouer avec les cultures, mais il y a quelque chose qui reste assez véridique historiquement, c'est les technologies. Et du coup, à partir du tour 300, visiblement, on arrive à l'âge moderne, donc on arrive à aéroport, industrialisation, etc. Donc la pollution n'est liée qu'à cette industrialisation-là. Il n'y a finalement pas de pollution avant, comme si les antiques et les médiévaux n'avaient pas pollué. Et est-ce qu'il y a une réflexion de votre part par rapport aux technologies à proposer? Est-ce qu'il y a un monde dans Humankind où on peut gagner sans faire de technologie polluante? Pas aujourd'hui. Et est-ce que chez vous,
je cherche pas le tips pour gagner, hein, mais est-ce que c'était une réflexion de votre part aussi, les technologies, est-ce que cette technologie, on l'a fait beaucoup polluer, est-ce qu'il y a eu un lien avec la technologie et pollution ou pas du tout? Alors, donc dans HumanKind, vous avez quand même des propositions pour polluer moins. Donc, comme je l'ai dit, il y a des infrastructures. Vous pouvez décider de ne pas créer de centrales à charbon sciemment pour plus tard faire des centrales éoliennes. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez réellement faire et ça a un réel impact. Vous pouvez ne pas beaucoup polluer. Vous pouvez jouer, par exemple, avec... alors, vous ne contrôlez pas ce que font les IA. Donc, les IA, par défaut, auront tendance à pas mal polluer. En revanche, vous pouvez décider avec quel... Donc, c'est un peu dommage. Mais en même temps, c'est malheureusement, je crois, ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne contrôle pas vraiment ce qui se passe en dehors de chez nous. Dans HumanKind, vous pouvez jouer à décider vous-même de mettre des IA qui ne vont pas beaucoup polluer. Donc, vous pouvez paramétrer ça pour le faire. La question de la pollution dans l'histoire, elle est réelle. Il y a eu des impacts environnementaux bien avant qu'on parle aujourd'hui de réchauffement climatique, très clairement. Aujourd'hui, elle n'est pas modélisée dans HumanKind. Et donc, en revanche, ce qu'on modélise là, c'est que malgré tout, la pollution est comptée déjà à ces moments-là. C'est-à-dire que c'est l'apparition, c'est la prise de conscience de la pollution qui, elle, apparaît à la fin du jeu. Et ses conséquences. Voilà. Merci beaucoup.